Ok, alors, au niveau de l'analyse de variance et de ses principes, gros principes généraux, qui sont ici plus les principes généraux qu'on voit en analyse de variance simple, mais qu'on va pouvoir transposer en analyse de variance pour classification hiérarchisée et en analyse de variance pour deux critères croisés. On va partir d'un exemple. Imaginons des chercheurs qui cherchent à savoir s'il y a un effet des habitudes alimentaires sur le temps de réaction des sujets. Et donc, première expérience qu'ils mettent en place, en tout cas c'est la seule qu'on verra ensemble, c'est qu'ils font ingurgiter des boissons différentes à des sujets. Certains sujets vont boire de l'eau, d'autres du jus d'orange, et un troisième groupe du café. Et ils se demandent si le fait de boire de l'eau, du jus d'orange ou du café a un effet sur le temps de réaction des sujets. Donc, ils font boire ces différentes boissons à différents sujets et ils mesurent les temps de réaction, qui sera donc la variable dépendante, ils mesurent le temps de réaction des différents sujets. Et donc ça c'est l'ensemble des sujets qui ont bu l'eau, ça c'est l'ensemble des sujets qui ont bu le jus d'orange et ça c'est l'ensemble des sujets qui ont bu le café. Donc on voit se dessiner trois groupes de sujets sur la mesure du temps de réaction et on voit que finalement il semble qu'effectivement la boisson ait un effet sur les temps de réaction, puisque les temps de réaction de ceux qui ont bu de l'eau se regroupent ici au début de l'axe, ceux qui ont bu du jus d'orange au milieu de l'axe et ceux qui ont bu du café au bout de l'axe. Si je regarde ces données, si je regarde l'ensemble des mesures pour les sujets qui font partie de l'expérience, je peux avoir différents regards sur ces mesures. Je peux avoir un premier point de vue qui est de considérer qu'en fait j'ai trois ensembles de données. J'ai un groupe de sujets avec des faibles temps de réaction, et ça correspond justement à ceux qui ont bu l'eau. J'ai un groupe de sujets avec des temps de réaction moyens, et ça correspond justement à ceux qui ont bu du jus d'orange. Et j'ai des sujets avec un temps de réaction plus long, c'est justement ceux qui ont bu du café. D'accord ? Et donc si je prends un sujet en particulier, dans ce cas-ci, je vais l'étudier en fonction du groupe auquel il appartient. Dans l'analyse de variance, on appelle ça la variance intragroupe. Vous avez on a utilisé intragroupe ou bien on a utilisé dans les groupes. Vous vous souvenez ? La variance dans les groupes, c'était comparer chaque mesure, chaque donnée par rapport à la moyenne du groupe auquel il appartient. Ça, c'est la variance dans le groupe. Ça, c'est quand on a un point de vue en sous-groupe, si vous voulez. Deuxième chose qu'on peut faire, un autre point de vue, c'est regarder l'ensemble des données comme un seul groupe. Et donc là, on peut parler finalement de variance totale, en comparant chaque donnée à la moyenne du groupe total. Et puis ce qu'on peut aussi avoir, c'est combiner les deux points de vue. C'est donc de regarder les sous-groupes en fonction du groupe total. Et donc on peut combiner les deux points de vue à la fois, les sous-groupes et le groupe total, et là on peut déterminer une variance entre les groupes, ou bien une variance intergroupe, ce sont les deux termes que vous avez dû entendre, en comparant là la moyenne de chaque sous-groupe à la moyenne du groupe total. Donc avec ces trois manières de regarder les données, on peut déterminer trois types de variance. La variance dans les groupes qui compare chaque donnée à la moyenne du groupe auquel elle appartient. La variance totale des données qui compare chaque donnée à la moyenne du groupe total. Et la variance entre les groupes qui compare chaque moyenne de groupe à la moyenne du groupe total. Donc je répète, intragroupe ou dans les groupes, vous avez entendu parler de dans les groupes, c'est chaque donnée par rapport à la moyenne du groupe auquel elle appartient, c'est dans le groupe, on reste à l'intérieur du groupe. Total, c'est chaque donnée par rapport à la moyenne générale, totale de l'ensemble des données. Et entre les groupes ou intergroupes, c'est chaque moyenne de groupe par rapport à la moyenne du groupe total.
Revenons à notre expérience. Et donc on va mesurer de nouveau des temps de réaction. Imaginons, donc la question évidemment qu'on va se poser statistiquement dans le cadre de cette expérience, c'est la question de est-ce que le type de boisson ingurgitée a un effet sur les temps de réaction. Donc si on transforme ça en termes d'hypothèse nulle statistique, ce qu'on appelle l'hypothèse nulle en statistique, je vous rappelle que l'hypothèse nulle s'énonce toujours en termes de il n'y a pas de différence entre. Et donc ici, l'hypothèse nulle, c'est il n'y a pas de différence entre les moyennes des temps de réaction des trois groupes, ou encore la moyenne des temps de réaction est la même pour les trois groupes. Ça, c'est l'hypothèse nulle que l'on peut énoncer dans le cadre de cette expérience. Et on va appliquer une analyse de variance pour voir si on accepte ou on rejette cette hypothèse nulle. Tout ce que j'ai là sont des bases d'analyse de variance que vous connaissez, qu'on vous a expliqué d'une autre manière, mais c'est pas grave, ça vous permet normalement de revenir sur les bases de ce que c'est que l'analyse de variance. Ok. Alors, imaginons qu'on ait pris des données. Donc, vous voyez qu'on a testé à chaque fois, cette fois-ci, 5 sujets par type de boisson. Et les nombres que vous avez là sont les temps de réaction pour chacun de ces sujets. Alors, pour les données qui sont là, première remarque que l'on peut faire, c'est que si on regarde à l'intérieur de chaque groupe, on peut comparer donc chaque donnée à la moyenne de son groupe. C'était le tout premier point de vue tout à l'heure. Et on parlera à ce moment-là de la variance intra-groupe ou la variance dans les groupes. Vous avez souvent peut-être utilisé le terme dans les groupes en stade 1, en stade 2. Moi, j'appellerais ça intra-groupe. Et je peux aussi comparer chaque groupe entre eux et regarder la variation intergroupe ou entre les groupes. Première situation. Voilà d'autres mesures qui ont été prises sur d'autres sujets. Vous voyez une première constatation, c'est que finalement, dans les trois groupes, vous avez des sujets qui ont des petits temps de réaction et des sujets qui ont des grands temps de réaction. Donc, dans chacun des trois groupes, si vous regardez les valeurs qui ont été prises, il y a autant de sujets qui ont eu des petites valeurs que des sujets qui ont des grandes valeurs de temps de réaction dans chacun des trois groupes. Et donc, dans les groupes, il y a des grandes variations des temps de réaction, puisqu'il y a des sujets qui ont des petits temps de réaction et des sujets qui ont des grands temps de réaction. Donc, à l'intérieur des groupes, certaines personnes ont des temps de réaction petits et d'autres grands. Donc, la variance intra-groupe est importante. La dispersion des données à l'intérieur de chacun des trois groupes est importante. Par contre, si on regarde d'un groupe à l'autre, dans chacun des groupes, il y a des sujets qui ont des petits temps de réaction et il y a des sujets qui ont des grands temps de réaction. Donc, la variabilité entre les groupes n'est pas importante. La variabilité intergroupe, la variance intergroupe est faible dans ce cas-ci. Et donc, rappelez-vous, l'analyse de variance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la statistique du F de signe de corps, qui compare des estimations de variance. Alors, on met toujours au numérateur ce qu'on appelle l'effet systématique, c'est-à-dire l'effet qu'on a essayé de mettre dans l'expérience, si vous voulez, et donc la variance intergroupe. Et on mettra au dénominateur l'effet plutôt aléatoire dû à l'échantillonnage, et donc ici sera la variance dans les groupes, ou intra-groupes. D'accord? Donc pour statuer sur l'effet significatif ou pas, donc les différences significatives entre les trois groupes, je vais comparer la variance intergroupe à la variance intragroupe. C'est ce que j'ai indiqué dans le slide suivant. Le F, c'est donc la variance intergroupe sur la variance intragroupe. Dans le cas présent, la variance intergroupe, on a vu qu'elle était faible. Et le signe plus petit, ça veut dire faible, d'accord? Tandis que la variance intragroupe, elle était importante. Donc ce rapport, quelque chose de petit sur quelque chose de grand, ce rapport est petit. Ce rapport est petit, donc il y a peu de chances qu'il y ait des différences entre les groupes, et donc on va accepter l'hypothèse nulle. On dira il n'y a pas de différence entre les moyennes des temps de réaction des trois groupes. D'accord? Donc il n'y a pas d'effet de la boisson ingurgitée sur le temps de réaction dans les données que j'ai prises là. Ça va toujours?
On continue. Prenons une deuxième situation, où là, vous allez voir qu'on a des mesures différentes. On a pris d'autres sujets, on a fait d'autres mesures. Et regardez, ce qui se passe, c'est que si on regarde à l'intérieur maintenant d'un groupe, dans celui qui a pris de l'eau, ils ont tous des grands temps de réaction. Ceux qui ont pris du café, ils ont tous des petits temps de réaction. Et ceux qui ont pris du jus d'orange ont des temps de réaction moyens. Tous. Donc, dans les groupes, la variabilité est faible. La variance intra-groupe sera faible dans ce cas-ci. Par contre, si on compare les groupes entre eux, eh bien là, on a des grandes variations d'un groupe à l'autre. Puisqu'il y a des groupes où il y a un groupe où il y a beaucoup de... Enfin, la moyenne est importante, il y a des grands temps de réaction. Et dans un groupe, il y a des petits temps de réaction. Donc, si on compare entre les groupes, là, on va voir des variations importantes. Et donc, si je refais mon F de ces deux corps comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est le numérateur qui est important et le dénominateur qui est petit. D'accord? La variance intergroupe était importante, il y avait des grandes différences entre les groupes, mais la variabilité à l'intérieur des groupes était faible, la variance intragroupe sera faible, et donc ce rapport va être grand. Plus ce F est grand, en fait, plus on a des chances, la probabilité sera importante d'avoir des différences significatives entre les groupes. Oui? Non, évidemment. C'est des cas d'école. C'est des cas d'école pour vous montrer. D'accord. Oui, bien. On espère que, normalement, quand on réitère une expérience, on obtienne les mêmes résultats. Je crois que ça se pourrait que... Mais donc, ici, c'est des cas d'école pour vous montrer des différences. D'accord. Et donc, ici, oui, évidemment. Donc, ici, on va rejeter l'hypothèse nulle en considérant on a beaucoup de chances de trouver des différences, en fait, significatives entre les moyennes des temps de réaction entre les trois groupes. Donc, vous voyez qu'on a spéculé, on a réfléchi sur des différences de variance entre les groupes et dans les groupes, pour pouvoir dire des choses sur des différences de comportement moyens entre donc des performances globales entre des groupes. Ça, c'est le principe de base de toute analyse de variance. Après, c'est comment les groupes vont être constitués qui va faire qu'on sera dans une analyse de variance simple, ou dans une analyse à classification hiérarchisée, ou dans une analyse avec variables indépendantes croisées. Mais le principe de base est toujours la même, c'est-à-dire réfléchir sur les variances entre les groupes et dans les groupes. Oui, donc ça, je vous rappelle simplement que donc, pour le F, c'est donc la variance intergroupe sur l'intragroupe. Plus ce rapport sera grand, plus on a des chances que les moyennes de groupe soient différentes et donc de rejeter cette hypothèse nulle. Je vous rappelle aussi qu'en fait, ce qu'on appelle la variance là au-dessus du F et en dessous du F, c'est des raccourcis. En fait, c'est ce qu'on va appeler des estimations de variance. On appellera dans la suite du cours des carrés moyens. Alors, vous avez dû appeler ça en stade 2 Q, non? Je pense que vous avez appelé les sommes de carrés d'écart sigma et vous avez appelé les carrés moyens Q. Donc, ce que je vais appeler carré moyen, c'est ce que vous appeliez dans les cours de stade 1 et stade 2 le Q. Sachez que j'utilise la nomenclature qui est utilisée maintenant en statistique. Donc, Q et sigma, c'est des vieux trucs qu'on n'utilise plus en gros. Et donc, nous on va parler de somme de carrés d'écart, SCE, et de carré moyen, CM, que vous allez trouver dans tous les bouquins de stats actuels. Ok. Oui, et donc, en fait, ce F, c'est un rapport de carrés moyens, et ces carrés moyens sont des sommes de carrés d'écart pondérées. Et on va revenir là-dessus dans le cadre du cours de stade. Et simplement, la définition de ce qu'on appelle somme de carrés d'écart, c'est-à-dire la variance. Alors, pourquoi ça s'appelle somme de carrés d'écart? Vous voyez que il y a toujours une somme, ça c'est l'indice somme, c'est le signe somme. Il y a toujours une somme de carrés d'écart. D'accord? Somme de carrés d'écart. Et puis, c'est ce qu'on va mettre là dans l'écart qui va définir les différents types de variances dans les groupes, entre les groupes, total, résiduel, etc.
Mais ça, c'est la définition générale de la variance pondérée par le nombre de données. Ok. Ça, je vous rappelle simplement que le rapport du F, de manière plus définitoire, on dira que c'est l'estimation de variance potentiellement influencée par des différences de moyenne de groupe divisée par l'estimation de variance non influençable par cette différence, donc juste due à l'échantillonnage. C'est ce qu'on appelle l'effet systématique sur l'effet aléatoire. Ça doit en fait vous rappeler ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. On considère donc que l'effet systématique, c'est le signal, c'est ça qu'on essaye de faire sortir pour que les différences soient significatives, et que l'échantillonnage, c'est du bruit, parce que chaque humain est ce qu'il est, et que, évidemment, d'une mesure à l'autre, je vous parle de la variabilité, intro à la mesure, on a fait tout un chapitre sur la variabilité des mesures sur l'humain. C'est donc ce bruit aléatoire qu'on peut voir apparaître.